C'est un matin ordinaire, vous travaillez à recopier les saintes écritures sur du parchemin précieux. Soudain, vous entendez des cris, des sons de chevaux qui galopent à travers les routes. Et puis, plus terrifiant encore, les silhouettes noires qui apparaissent à l'horizon. Des voiles rouges et blanches se déploient sur la rivière. Votre cœur s'accélère. Vous savez exactement ce que cela signifie. Les Nordiques sont là. Les Vikings arrivent. Et cette fois, il n'y a nulle part où se cacher. Ce moment, ce sentiment de terreur panique qui envahissait les églises, les monastères et les villages côtiers de la France entre le 8e et le 11e siècle, c'est le point de départ de notre histoire aujourd'hui. Mais attention, car cette histoire ne se termine pas en catastrophe. Elle se transforme en quelque chose de bien plus complexe, plus fascinant et infiniment plus influe. Elle est l'histoire de comment des raideurs implacables sont devenus les fondateurs d'une région qui changerait à jamais le cours de l'histoire européenne. Elle est l'histoire des Vikings en France. Avant de comprendre l'arrivée des Vikings, nous devons comprendre l'Europe qu'ils ont trouvée. Imaginez-vous en l'an 814, l'année même où meurt Charlemagne. Cet homme, ce géant légendaire qui a dominé l'Europe continentale avec une main de fer pendant près de 50 ans, s'en va pour toujours. Charlemagne, roi des Francs depuis 768 et couronné empereur du Saint-Empire romain en 800, avait créé un empire qui s'étendait du nord de la Saxe jusqu'en Italie, des côtes de la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées. C'était un empire de stabilité relative, du moins selon les standards dus au Moyen Âge. Les routes étaient patrolées, les frontières étaient gardées. Charlemagne avait même prévu une défense spéciale contre les Vikings, ces mystérieux guerriers du Nord qui commençaient à montrer leur présence. Dès 810, après une incursion viking dans ces territoires, Charlemagne avait établi un système défensif le long de la côte nord de son empire. Des garnisons fortifiées le long des côtes franques, des patrouilles régulières sur les estuaires des rivières. C'était une prise de conscience tardive, mais elle montrait que le grand empereur prenait les menaces sérieusement. Charlemagne avait écrasé les Saxons lors des guerres de Saxe qui avaient duré de 722 à 804, tuant des milliers d'entre eux. Il avait également, dit-on, terrorisé les Danois à tel point qu'ils n'osaient plus s'aventurer trop loin de chez eux. Tant que Charlemagne vivait, il semblait y avoir un ordre naturel aux choses. Tant que cet homme vivait, l'Empire se tenait debout. Mais en 814, tout change. Charlemagne est mort. Et d'un coup, cet équilibre précaire commence à se fissurer. L'Empire ne va pas s'effondrer immédiatement. Non, ce serait trop dramatique, trop cinématographique pour la réalité historique. Mais ce qui arrive, c'est quelque chose de plus insidieux. L'Empire se fracture. Charlemagne avait un fils, Louis le Pieux, et ce Louis avait 3 fils propres. Et ces 3 fils, comme tous les jeunes princes de l'histoire, se disputent les terres. Ils se disputent le pouvoir. Ils se disputent le droit de régner sur les portions de ce vaste empire. Le traité de Verdun en 843 divise officiellement l'empire carolingien en 3 royaumes distincts. Lothaire obtient la bande centrale, ce qui deviendra la Lotharingie. Louis le Germanique prend le tiers oriental, ce qui deviendra l'empire allemand. Et Charles le Chauve, le plus jeune, reçoit la Francie occidentale, ce qui est essentiellement le territoire de la France moderne. Mais ici est le problème. Charles le Chauve est tellement occupé à se disputer avec ses frères, tellement préoccupé par les menaces internes à son propre royaume, qu'il ne peut pas vraiment se préparer à la menace qui arrive de la mer. Et c'est exactement à ce moment que les Vikings commencent à frapper sérieusement. C'est une coïncidence parfaite de timing. Une convergence de facteurs qui allait transformer la face de la France médiévale. En Scandinavie, les dynasties royales nordiques se battent aussi pour le pouvoir. Les raids vikings deviennent un moyen pour les jeunes guerriers de gagner gloire, richesse et prestige. Les innovations en construction navale rendent les longs navires plus faciles à construire et à manier. Et soudainement, il y a cette fenêtre d'opportunité ouverte. La Francie occidentale ne peut pas se défendre. Les royaumes ne sont pas unis. Et les murs défensifs que Charlemagne avait mis en place commencent à se délabrer, faute d'entretien et de garnison. Avant que Paris ne soit assiégé, avant que les sièges dramatiques ne dominent les chroniques, il y a les premières incursions. Les coups d'essai. Et ils sont surprenants par leur brutalité précoce et leur apparente invincibilité contre les défenses franques.
Le premier raid documenté contre la Francie elle-même se produit en 799, seulement 15 ans avant la mort de Charlemagne. C'est une attaque mineure contre des installations côtières, rapidement repoussée. Le grand empereur ne s'en soucie guère. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce même moment, les Vikings frappent aussi les côtes anglaises. En 793, un événement change tout. Les Vikings attaquent Lindisfarne, une île monastique au large des côtes du Northumberland. Cet événement brutal est considéré par les historiens comme le véritable début de l'âge viking. Le monde chrétien est horrifié. Un sanctuaire, un lieu sacré, violé par des non-croyants. Un endroit où les moines pensaient être en sécurité devient un champ de massacre. Charlemagne répond à la menace croissante en renforçant ses défenses côtières en 810. Mais après sa mort, ces défenses ne sont pas correctement maintenues. En 820, une flotte viking remonte la Seine. Mais cette tentative échoue. Les armées côtières franques réussissent à les repousser. Ce succès crée une fausse impression de sécurité. Les Francs croient pouvoir gérer la menace. Peut-être que le danger n'est pas aussi grave qu'on le pensait. Peut-être que les défenses de Charlemagne feront le travail. Cette confiance mal placée s'avère fatale. Car en réalité, les Vikings ne cherchent pas une bataille unique et décisive. Ils cherchent des faiblesses, des fissures dans l'armure. Et chaque année qui passe, chaque conflit interne entre les fils de Charlemagne, affaiblit un peu plus la capacité de réaction de la Francie. Entre 830 et 845, les incursions deviennent de plus en plus audacieuses. En 836, une flotte viking attaque Noirmoutier, une île côtière. La même année, une autre attaque frappe Anvers. Ce ne sont plus des raids isolés. C'est un pattern, une stratégie systématique. En 841, un viking nommé Asger mène une flotte remontant la Seine. Pour la première fois, les Vikings ne se contentent pas des zones côtières faciles. Ils pénètrent profondément à l'intérieur des terres, attaquant Rouen. Rouen, une grande ville à plusieurs kilomètres de l'océan. Ces montagnes sur l'eau que sont les navires vikings peuvent remonter les rivières. Et les rivières se transforment en route, en autoroute directe vers le cœur des richesses franques. Les églises, avec leurs trésors accumulés pendant des siècles. Les monastères avec leurs manuscrits, leur or, leur argent. Les abbayes avec leurs provisions pour une année entière. La Loire, la Seine, l'Oise, l'Yonne, toutes ces rivières deviennent des routes de terreur. Un moine écrivait à l'époque, les Vikings viennent comme le vent du Nord. Ils arrivent sans avertissement. Et quand ils quittent, ce qui reste n'est que cendre et désolation. Ces premiers raids établissent aussi un pattern psychologique qui durera des générations. Les Vikings ne recherchent pas une conquête permanente à ce stade. Pas encore. Ils recherchent le plein dé, le butin. Ils arrivent en équipe réduite, mais efficace. Typiquement, une unité viking consistait en environ 400 hommes. Pas une armée d'invasion massive, mais plutôt une bande de commandos. Des guerriers entraînés, vêtus de cuir et de métal, armés d'épées en acier et en fer, de haches brutales, de lances acérées. Ils opèrent avec une efficacité militaire qui déconcerte complètement les armées franques, habituées à des guerres de siège et à des batailles rangées. Les Vikings utilisent des tactiques du terrorisme avant le mot. Ils frappent vite. Ils trouvent les cibles les plus faibles, les personnes sans défense, les richesses non protégées. Et avant que la réaction puisse se former, avant que les armées locales puissent se rassembler, ils sont partis, disparaissant dans la brume du fleuve avec leurs navires chargés de trésors volés. C'est une stratégie brillante pour le type de raid rapide et rentable qu'ils cherchent. Mais elle établit aussi l'idée dans les esprits francs que ces créatures du Nord ne peuvent pas être arrêtées, qu'elles ne peuvent pas être battues. Et puis arrive 845. Cette année restera gravée dans les mémoires comme un point de rupture, un moment où la menace cesse d'être une nuisance pour devenir une catastrophe existentielle. Un chef viking nommé Rogineru, probablement le même personnage que celui du folklore que nous connaissons sous le nom de Ragnar Lodbrok, arrive à la tête d'une flotte de 120 navires. 120 navires, avec plus de 5000 hommes à bord. C'est une force d'invasion d'une ampleur jusque-là inimaginée. Ragnar, ce nom évoquait les légendes, les sagas, les histoires racontées autour des feux de camp scandinaves. Mais qui était vraiment Ragnar? Était-il un guerrier réel? Une compilation de plusieurs chefs? Une invention des skalds qui recréait les gloires du passé? La vérité est nébuleuse. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que Rogineru, quel qu'il soit réellement, menait une force capable de changer l'histoire.
Cette flotte remonte la Seine comme une armée d'invasion. Ils ne font que passer. Non, ils marquent leur présence. Ils s'arrêtent à Rouen, la pillant complètement. Puis ils continuent, remontant vers Paris. La Seine, large et navigable, les porte directement au cœur du pouvoir franc. Et lorsqu'ils arrivent aux portes de Paris, la ville entre en panique totale. Charles le Chauve, le roi de la Francie occidentale, comprend immédiatement qu'il ne peut pas battre cette flotte avec ses armées terrestres. Les Vikings contournent simplement ces formations en les évitant. Donc Charles le Chauve fait quelque chose qui choque les chroniqueurs de l'époque. Il négocie. Il paye. En 845, Ragnar reçoit de la part du roi franc une rançon. 3000 livres de pièces d'argent. Pas ce qu'il aurait pu obtenir en conquérant la ville, mais une somme substantielle quand même. Et avec cet argent, le chef viking accepte de partir. Ses navires se chargent. Sa flotte retourne vers Laval. Et Paris, pour cette fois du moins, est épargné. Mais quelque chose d'énorme vient de changer. Les Vikings ont découvert que les villes franches ne peuvent pas les combattre efficacement. Et ils ont découvert qu'elles paieront pour éviter la destruction. Ce paiement, ce dangel comme on l'appellera plus tard, devient un poison dans le système politique franc. Parce qu'il établit un précédent. Une fois qu'une rançon a été payée, les Vikings savent qu'il en existe une autre. Et une autre. Et une autre. En 845, c'est 3000 livres. Mais le message qu'il envoie dans toute la Scandinavie est clair. La Francie occidentale est riche. Et ses villes sont disposées à payer. Les années qui suivent 845 deviennent un cauchemar répétitif pour les royaumes francs. Ragnar revient à Paris en 860. Les Vikings attaquent Paris à nouveau en 861, puis encore en 865, puis à nouveau en 869. C'est une succession de sièges partiels, de pillages, de rançons. Chaque fois, la ville paye pour éviter la destruction complète. Chaque fois, les Vikings confirment qu'ils peuvent le faire quand bon leur semble. Entre 850 et 870, les Vikings n'opèrent plus seulement le long des côtes et des estuaires. Ils pénètrent à l'intérieur de la France. Ils attaquent Clermont-Ferrand. Ils descendent la Loire en direction du sud. Ils saccagent Chartres 2 fois, en 858 et en 865. Ils ravagent l'Aquitaine, laissant derrière une traînée de destruction. Avignon, loin à l'intérieur du sud de la France, connaît des raids vikings. Cela semblerait incroyable, sauf que les Vikings sont maintenant sophistiqués dans leur connaissance des voies fluviales. Ils ont des cartes mentales des rivières, des portages, des rapides. Ils savent comment naviguer et porter leurs navires. Ils comprennent comment utiliser les voies navigables de la France comme un système routier totalement sûr pour leurs opérations. Les raiders vikings des années 850 à 870 commencent aussi à changer de tactique. Au lieu de chercher à faire un raid rapide et à partir, certains groupes commencent à établir des bases permanentes. Des camps d'hivernage. En 851, les Vikings décident de passer l'hiver sur les terres franques. Cela signifie qu'ils ne repartent plus. Ils établissent une présence permanente. De petites forteresses improvisées le long des rivières, particulièrement sur la Seine et la Loire. À partir de ces bases, ils peuvent lancer des raids répétés sur les mêmes zones année après année. Économiquement et militairement, cela signifie que la Francie doit maintenant soutenir une défense permanente. Les armées doivent rester mobilisées. Cela coûte cher. Le trésor royal se vide. Les nobles locaux, responsables de la défense de leur territoire, doivent lever plus d'impôts pour financer les fortifications et les garnisons. Les églises et les monastères, craignant les raids, commencent à vider leurs trésors, les transportant vers l'intérieur ou les cachant sous terre. Les chroniques monastiques de cette époque deviennent une suite de lamentations. Un moine écrivait « Les Northmen n'ont pas laissé un endroit tranquille en Francie. Pas une église n'est en sécurité. Pas une route n'est dégagée. Pas une rivière n'est libre. Ils sont partout et nulle part. Ils sont invisibles jusqu'au moment où ils apparaissent avec le feu et l'épée. Et pourtant, même pendant cette période sombre, il y a une évolution intéressante. Les rois francs ne baissent pas les bras. En 864, face aux raids répétés contre Paris, ils décident de faire quelque chose d'ingénieux. Ils ordonnent la construction de ponts sur la Seine. Pas seulement un, mais plusieurs. 2 ponts majeurs traversent l'île de la Cité, où se trouve Paris. L'idée est simple mais géniale. Si les Vikings ne peuvent pas traverser la rivière vers l'amont, ils ne peuvent pas continuer leur raid. Les ponts servant à la fois de fortification et de point de contrôle. Les rois pensent avoir trouvé une solution. Cette période de 850 à 880 est l'apogée de la menace viking en Francie. Les raideurs arrivent en vague. Les défenses fondent. Les populations côtières et fluviales vivent dans une peur constante. Certaines villes, comme Rouen, sont attaquées et saccagées plusieurs fois.
Rouen deviendra finalement une base permanente pour les Vikings. Mais avant que cela n'arrive, elle souffre year after year. Nous arrivons maintenant au point culminant dramatique. Le siège de Paris de 885 à 886. Cet événement surpassera tout ce qui précède. C'est le sommet, le pic absolu de la menace viking en Francie occidentale. L'empereur franc à cette époque est Charles le Gros. Son nom suggère quelqu'un de corpulent, et effectivement, les chroniques le décrivent comme un souverain affaibli par la maladie et indécis dans ses commandements. Il a hérité d'un empire riche, mais il ne possède pas la volonté ni la clarté de vision pour le gouverner efficacement. Pire, la Francie elle-même, depuis le traité de Verdun de 843, est déchirée par les querelles internes. Les nobles régionaux, les comtes, les ducs, établissent leur propre petit royaume. Il n'y a plus une vraie unité. Il n'y a plus une vraie défense organisée contre la menace. Et c'est à ce moment de faiblesse maximale que Siegfried, un chef viking, et Saint-Ric, un autre guerrier scandinave important, arrivent avec une flotte massive. Les chiffres que nous avons dans les chroniques sont probablement exagérés, mais même les estimations conservatrices sont staggering. 300 navires au minimum, peut-être 500, portant entre 10 000 et 40 000 guerriers, selon qui raconte l'histoire. Le moine abbot de Saint-Germain-des-Prés, qui était un témoin oculaire du siège, écrivait « Les Nordiques vinrent à Paris avec 700 navires, sans compter ceux plus petits qu'on appelle les barques. La Seine entière, pendant plus de 2 lieues, était couverte de navires. Tellement de navires qu'on aurait dit que la rivière avait disparu, car les navires la couvraient comme des chênes, des ormes et des aulnes. » Abbot était connu pour ses exagérations massives. Les historiens modernes réduisent ces chiffres de moitié au moins. Mais même si nous acceptons les nombres plus réalistes, c'est quand même une force d'invasion considérable. 300 navires, c'est du matériel. C'est une organisation. C'est une intention déterminée non pas de piller et de partir, mais de conquérir et de rester. Les Vikings arrivent aux portes de Paris en novembre 885. La défense de la ville tombe entre les mains d'un homme nommé Odo, le comte de Paris. Odo n'est pas un empereur puissant. Il ne dispose pas d'une armée massive. Il a peut-être 200 hommes, selon les estimations les plus généreuses. Peut-être seulement quelques centaines au total. Mais Odo a quelque chose que Charles le Gros n'a pas. Il a la volonté de combattre. Paris à cette époque n'est pas la ville que nous connaissons aujourd'hui. C'est une ville sur une île, l'île de la Cité, au milieu de la Seine. Entourée d'eau, elle est par nature fortifiée. Mais ses murs ne sont pas invincibles. En 864, comme nous l'avons dit, les Francs avaient construit 2 ponts de pierre traversant l'île pour contrôler qui pouvait entrer et sortir. Ces ponts, avec leur tour de défense, deviennent les points clés du système défensif d'Odo. Odo ordonne à ses hommes de renforcer ces tours. Il les couvre de matériaux inflammables. De la poix, de la cire chaude, de l'huile bouillante. Ces substances brûlent, elles collent, elles causent une souffrance extrême. Les Vikings attaquent les tours. Ils lancent des projectiles. Ils construisent des machines de siège. Mais les défenses d'Odo tiennent bon. Les Nordiques ne peuvent pas briser les tours. Chaque assaut est repoussé. Cela continue pendant des mois. Le siège dure presque un an entier. Les Vikings essaient une stratégie après l'autre. Ils essaient de escalader les murs. Échouent. Ils essaient de mettre le feu aux portes. Échouent. Ils essaient de bloquer les approvisionnements alimentaires. Mais Paris a des réserves. Le siège se transforme en une sorte de compétition d'endurance entre 2 forces qui ne cèdent ni l'une ni l'autre. Pendant ce temps, en l'an 886, l'empereur Charles le Gros arrive finalement avec une armée de secours. Il ne marche pas directement sur les Vikings pour les combattre. Non, au lieu de cela, il décide de les acheter. Il offre 700 livres d'argent à Siegfried pour qu'il lève le siège. Et plus controversé encore, il ordonne aux Vikings de passer l'été pour aller piller la Bourgogne, qui était en révolte contre l'autorité impériale. Pour les habitants de Paris, c'est une victoire amère. Odo et ses guerriers se sont battus pendant 1 an. Ils ont tenu bon. Et leur triomphe est miné par le fait que l'empereur paye quand même les Vikings pour partir et les dirige vers d'autres régions pour continuer à faire des ravages. Odo, furieux, n'oubliera pas cet affront. Et en vérité, c'est cet événement, plus que tout autre, qui marque le début de la fin du pouvoir carolingien en Francie. Mais avant le siège ne se termine complètement, quelque chose d'autre se produit. Parmi les Vikings assiégeant Paris se trouve un guerrier nommé Rollo. Selon certains récits, c'est le chef. Selon d'autres, c'est un simple guerrier. La vérité n'est pas claire. Mais Rollo, ou Rulf en vieux norrois, sera le personnage qui changera le cours de l'histoire. Le guerrier viking qui, au lieu de continuer à dévaster la Francie, acceptera de la défendre.
le nordique qui deviendra français. Pendant le siège de Paris et ses tentatives de pénétrer plus loin dans les terres, Charles le Gros le paie. Les raiders vikings doivent traîner leurs navires à travers les terres, car les Parisiens, satisfaits d'avoir tenu bon, refusent de laisser les navires passer sur la Seine. C'est une humiliation supplémentaire. Et c'est aussi un moment clé. Pendant ces années de siège, pendant l'effort massif organisé par les Vikings pour conquérir la capitale franc, quelque chose change dans l'esprit des chefs nordiques. Le raiding simple n'est plus rentable. Les villes se défendent mieux. Les rançons exigent plus de temps et de ressources. Et l'histoire de richesse facile qui attirait les jeunes guerriers scandinaves vers la Francie commence à devenir un mythe du passé. Après le siège de Paris, les raids vikings continuent, mais l'intensité commence à diminuer. Pas rapidement, pas dramatiquement, mais graduellement. Et quelque chose de nouveau commence à émerger. Une hybridation, une transformation. Les chefs vikings du IXe siècle ne sont pas des barbares stupides, comme le peignaient les chroniqueurs chrétiens des monastères. Ils sont des hommes intelligents, des hommes qui observent, des hommes qui apprennent. Et ce qu'ils apprennent, c'est que la destruction totale n'est pas aussi lucrative que le commerce, que la guerre permanente crée une résistance, que les villes fortifiées sont plus difficiles à conquérir qu'on ne le pensait. Rappelez-vous que les Vikings n'étaient pas uniquement des raideurs. C'étaient aussi des marchands, des commerçants, des entrepreneurs. La Scandinavie viking était intégrée dans les réseaux commerciaux à longue distance qui s'étendaient de Bagdad en Irak jusqu'aux côtes de l'Islande. Les Vikings suédois, en particulier, étaient des marchands sophistiqués qui commerçaient le long des fleuves russes. Les Vikings danois et norvégiens commerçaient avec les ports méditerranéens. Ils connaissaient la valeur du commerce stable par rapport au butin aléatoire de la guerre. Au cours des 9e et 10e siècles, un changement subtil s'opère. Les Vikings basés en Francie, particulièrement autour de la Seine, commencent à établir des positions commerciales permanentes. Des ports, des haltes commerciales. Rouen, qui avait été ravagé à plusieurs reprises, se transforme en quelque chose d'autre. De centre commercial, de carrefour. Au lieu d'être un endroit où les Vikings pillent et partent, c'est devenu un endroit où les Vikings s'installent, construisent des structures permanentes et commencent à faire le commerce. De la céramique, des fourrures, des esclaves. Oui, cela doit être dit, car le commerce des esclaves était une partie substantielle du commerce viking médiéval. Des épices, de l'ambre provenant de la Baltique, de l'étain provenant de Cornouailles, des produits du nord de l'Europe. Les Vikings deviennent les intermédiaires dans les routes commerciales qui relient le nord froid et le sud riche. Ils construisent des comptoirs commerciaux. Ils négocient avec les marchands francs. Ils établissent des codes commerciaux. Et graduellement, inévitablement, ils commencent à épargner les marchands francs qui leur permettent de commercer. Ils commencent à protéger les routes commerciales au lieu de les piller. Pourquoi? Parce qu'un marchand vivant qui peut faire du commerce une année après l'autre est plus rentable qu'un marchand mort qui ne peut être pillé qu'une fois. Ce changement est absolument crucial pour comprendre ce qui vient ensuite. Car sans cette transformation progressive du rôle des Vikings de purement destructeurs à partiellement constructifs, le traité de Saint-Clair-sur-Epte n'aurait jamais eu lieu. Qui était Rollo? C'est la question que les historiens se posent depuis des siècles. Et la réponse est étonnamment insaisissable. Les sagas nordiques l'appelaient Rolf, mais l'appelaient aussi Rollo le Ganger, littéralement, Rollo le Walker. Pourquoi? Parce qu'il était réputé trop grand pour monter à cheval. Ses pieds touchaient presque le sol. C'est peut-être une légende. Peut-être est-il que Rollo était connu pour faire à pied les endroits que d'autres chevauchaient. Ce qui est certain, c'est qu'en 876, un viking nommé Rollo s'établit à proximité de Rouen. Il le fait avec une bande de guerriers qui sont probablement des réfugiés d'Angleterre. Après que le roi anglais Alfred le Grand ait défait les Danois et ait établi une paix dans le Danelaw, beaucoup de jeunes guerriers danois se sont trouvés sans terre, sans ressources, sans avenir en Angleterre. Certains d'entre eux, y compris peut-être Rollo lui-même, se tournent vers le continent, vers la Francie. Rouen devient la base de Rollo. C'est une position stratégique idéale. La région autour de la Seine, riche et bien fournie, fournit un arrière-pays suffisant pour soutenir une bande de guerriers permanente. Rollo établit des fortifications. Il crée une sorte de polis, une Städtling, qui est ni complètement indépendante ni complètement soumise au roi franc. Les chroniques franques le décrivent à cette époque comme un viking classique. Un raideur, un guerrier sans foi ni loi, un homme qui attaque les villes côtières et fluviales, qui pille les églises, qui exige des rançons. Mais, et c'est crucial, il le fait de manière disciplinée. Ces hommes n'assassinent pas les civils sans raison. Ils ne brûlent pas les routes commerciales. Ils terrorisent,
mais d'une manière qui laisse la possibilité d'une négociation. Pendant environ 30 ans, de 876 à vers 906, Rollo et ses hommes dominent la région autour de Rouen. Ils font des raids, ils reçoivent des rançons, mais progressivement, imperceptiblement, quelque chose change. Rollo vieillit. Ses guerriers se marient. Certains d'entre eux se marient avec des femmes franques. Leurs enfants sont demi-vikings, demi-francs. Une nouvelle génération grandit qui parle à la fois le vieux norrois et le roman. La langue franque. Au début des années 900, la situation politique en France y change à nouveau. Charles le Gros, l'empereur qui avait payé les Vikings pour quitter Paris, meurt. Après sa mort, ce qui reste de l'empire carolingien s'effondre complètement. Il n'y a plus un empire central. Il y a des royaumes régionaux. Et en Francie, il y a un roi nommé Charles III, connu sous le nom de Charles le Simple en anglais, ou Charles le Maladroit. C'est un homme jeune, vulnérable, dont l'autorité est constamment remise en question par les nobles locaux. Charles le Simple, face à la menace continue posée par Rollo et ses Vikings du Nord, fait quelque chose de remarquablement pragmatique. Il ouvre des négociations, non pas pour acheter Rollo comme ses prédécesseurs, mais pour arriver à un accord permanent, pour canaliser l'énergie destructrice des Vikings vers quelque chose de plus utile. Mais avant d'arriver au grand traité, il faut comprendre que le contexte en Francie est en train de se modifier. Odo, le comte de Paris qui avait défendu la ville pendant le siège de 885 à 886, était devenu un héros populaire. Les nobles de Francie occidentale l'ont élu comme l'un de leurs rois rivaux contre Charles le Simple. C'est donc une période de guerre civile. Charles le Simple n'est pas le roi unique et incontesté. Il a des rivaux. Il a des ennemis puissants. Rollo, observant cette faiblesse interne, pourrait augmenter ses attaques, pourrait essayer une invasion majeure. Mais au lieu de cela, Rollo regarde les avantages d'un accord. Un accord qui lui donnerait des terres reconnues officiellement par un roi franc. Un accord qui légitimiserait sa position. Un accord qui transformerait un chef de raideur en un noble franc légitime. Nous arrivons au moment décisif. Septembre 911. Un endroit appelé Saint-Clair-sur-Epte. C'est un petit village, insignifiant en lui-même, mais c'est ici que se rencontrent les envoyés de Rollo et le roi Charles le Simple. Ce qui se déroule lors de ces négociations est parmi les moments les plus importants de l'histoire française. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte établit plusieurs choses. Premièrement, Rollo reçoit officiellement le territoire autour de la Seine. Pas une grande région, remarquée, mais un domaine significatif. Deuxièmement, et c'est critique, Rollo accepte de devenir vassal du roi franc. Il accepte de jurer allégeance à Charles le Simple. Il accepte de défendre ce nouveau duché contre les menaces extérieures. Mais ici est la partie géniale de l'accord, celle qui explique pourquoi Rollo accepte. En échange, il reçoit le titre officiel. Il n'est plus un raideur. Il est un duc, un seigneur féodal. Il a une position légitime. Il a des droits de gouverner. Il peut passer ses droits à ses fils. Rollo aussi accepte quelque chose que les Vikings antérieurs n'auraient jamais accepté. Il accepte le christianisme. Selon les chroniques franques, pendant le traité, Rollo est formellement baptisé. Il renonce au Dieu de ses ancêtres. Il embrasse la foi chrétienne. Il renomme Rollo, qui était probablement un nom complètement norrois, en Robert. Robert le Normandie. Maintenant, était-ce une conversion sincère? Était-ce un geste politique? Probablement un peu des deux. Rollo était un pragmatiste. Il comprenait que pour être accepté par la noblesse franc, pour que ses filles soient acceptées par la noblesse franc, il devait embrasser leur religion. Il devait se transformer de nordique en normanne, de viking en franc. Le traité prévoyait aussi, et ce détail est souvent oublié, que Rollo pouvait étendre son territoire. Pas immédiatement, mais selon les circonstances et si Charles le Simple le permettait. En 924, 13 ans après le traité, Rollo reçoit effectivement des terres supplémentaires en Normandie. En 933, plus tard, son fils William Longsword reçoit d'autres terres. Graduellement, la région que nous connaissons maintenant sous le nom de Normandie prend forme. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte est donc un moment de transformation absolue. C'est le moment où les Vikings cessent d'être une menace destructrice et deviennent une partie intégrée de la structure politique franc. C'est le moment où la guerre se termine et l'assimilation commence. Mais remarquez que ce n'est pas une assimilation à sens unique. Rollo n'abandonne pas toute son identité viking. Il crée quelque chose de nouveau. Un mélange. Une fusion. Les années qui suivent le traité de Saint-Clair-sur-Epte sont fascinantes à étudier car elles montrent un processus d'hybridation sans parallèle dans le Moyen-Âge. La Normandie, le duché que Rollo crée, n'est ni purement franc ni purement viking. C'est un nouvel animal politique,
culturelle et génétique. Rollo gouverne son duché de 911 à 927, 16 ans. Pendant cette période, il établit un modèle de gouvernance qui devient le modèle de toute la Normandie. Il établit une cour. Il établit une administration. Mais contrairement aux ducs et comtes francs qui sont souvent seigneurs théoriques, Rollo prend réellement contrôle de ses terres. Il y a un détail important dans les chroniques contemporaines qui montre comment Rollo était perçu. Le moine Dudon de Saint-Quentin, qui a écrit l'histoire de la Normandie environ 50 ans après les événements, décrit un incident fameux. Selon Dudon, lorsque Rollo est invité à la cour du roi Charles le Simple pour la première fois, en tant que nouvel vassal, on lui demande de baiser le pied du roi comme signe d'humilité et de soumission. C'était un geste rituel de féodalité. Mais Rollo refuse. Il dit qu'il ne s'agenouillera pas devant un homme, car il est descendu de hommes qui ne s'agenouillent pas. Alors le roi insiste. Finalement, un autre viking qui l'accompagne accepte de baiser le pied du roi à la place de Rollo. Mais ce viking, en fléchissant pour baiser le pied royal, saisit le jambe du roi et la lève vers ses propres lèvres plutôt que de se pencher lui-même. C'est un acte de rébellion. Et c'est aussi révélateur. Les Vikings ne disparaissent pas dans la submissive. Ils conservent leur fierté. Ils conservent une certaine fierté. Pendant le règne de Rollo, les villes de Normandie commencent à prospérer. Rouen, qui avait été saccagée plusieurs fois, devient un centre commercial florissant. Les routes commerciales qui avaient été dangereuses sont maintenant sûres. Les marchands peuvent voyager sans craindre d'être attaqués. Et pourquoi? Parce que Rollo y a un intérêt. Un marchand attaqué signifie une perte de revenus. Une route fermée signifie une perte de commerce. Rollo a appris la leçon que les rois francs avaient oubliée. La prospérité commerciale enrichit le seigneur. Rollo encourage les gens à venir vivre en Normandie. Pas seulement des Vikings, mais aussi des Francs. Les Vikings se marient avec des femmes franques. Les Francs, curieusement, se marient aussi avec des femmes vikings ou des femmes de famille mixte. Il existe une intégration rapide. Génétiquement, culturellement, politiquement. La langue joue un rôle crucial dans cette fusion. La plupart des Vikings qui arrivent à Rouen ou au cours des générations suivantes ne parlent que le vieux norrois. Mais l'administration du duché se fait en roman franc. Les documents sont écrits en latin, la langue de l'Église et de la loi. Progressivement, les enfants des Vikings nés en Normandie parlent à la fois le vieux norrois et le roman. Et graduellement, le roman devient dominant. D'ici quelques générations, le vieux norrois disparaît presque complètement en tant que langue quotidienne. Mais pendant ce processus linguistique, quelque chose arrive. Le roman parle normand absorbe d'énormes quantités de vocabulaire viking. Des mots vieux norrois qui n'ont pas d'équivalent exact en roman. Des mots pour les parties de navires. Des mots pour les outils agricoles. Des mots pour les concepts sociaux. Ces mots restent. Ils deviennent normands. Et éventuellement, quand la Normandie parle roman conquiert l'Angleterre en 1066, ces mots scandinavisés sont absorbés dans le vieil anglais, créant le fondement de l'anglais moderne. La religion joue aussi un rôle intéressant. Rollo est baptisé, nous l'avons dit. Mais beaucoup de ces guerriers l'ignorent au début. Les paganismes vikings coexistent avec le christianisme pendant la génération de Rollo, et même après. Progressivement, cependant, le christianisme gagne du terrain. Pas par la force, mais par l'intégration. Les églises offrent une structure. Elles offrent une éducation. Elles offrent une légitimité sociale. Éventuellement, même la noblesse viking entière de Normandie devient chrétienne. Mais ce christianisme normand absorbe certaines caractéristiques du paganisme viking. L'intérêt pour les histoires d'héroïsme martial, par exemple. Le respect pour la force physique et la vaillance au combat. Maintenant que la Normandie a été établie, que la fusion initiale est en cours, il est temps de regarder les traces matérielles et culturelles que les Vikings ont laissées. Comment pouvons-nous voir leur impact aujourd'hui? Comment les Vikings forment-ils le paysage linguistique de la Normandie et au-delà? Commençons par les noms de lieux. C'est peut-être la trace la plus visible. La Normandie est littéralement un palimpseste de noms vikings survivants des siècles. Honfleur, le fleur, vient du vieux norrois fjordur, qui signifie fjord. Harfleur, le même fleur encore. Étretat, beaucoup de noms de villages normands se terminent en TAT qui vient du vieux norrois sted, signifiant endroit ou localité. Saint-Léger du Torp, le Torp est un vieux norrois pour village ou village. Non et non. Des centaines et des centaines de noms de lieux normands que nous voyons sur les cartes modernes contiennent des éléments lexico-vikings. Ce qui est intéressant, c'est que ces noms nous racontent une histoire. Ils sont concentrés le long des rivières, particulièrement la Seine et ses tributaires. Ils sont concentrés dans les zones qui étaient les bases principales des Vikings.
Cela signifie que c'est dans ces endroits que les Vikings se sont réellement installés, ont réellement formé des communautés, ont réellement laissé une empreinte permanente. Les noms de lieux normands sont littéralement une carte archéologique de la présence viking. Ensuite, il y a le vocabulaire français normand lui-même. Le dialecte roman que les gens de Normandie parlaient, et que certains parlent encore dans les régions rurales, est criblé de mots vieux norrois. Dune vient du vieux norrois dun. Crête vient du cross norrois. Falaise, le mot français pour falaise côtière que nous connaissons tous de Normandie, vient probablement du vieux norrois falsi. Ouragan, le vieux norrois eu accent aiguaire pour destin ou les vieux norvégiens orkn pour tempête. Mais les mots vont bien au-delà des géographies. Beurre vient du smur, norrois pour beurre. Fromage vient peut-être d'une racine commune avec le vieux norrois pour cahier de lait. Maquereau, un poisson courant des eaux normandes, vient du vieux norrois macril. Même des mots pour des outils et des techniques agricoles. Foisse est une pâtisserie locale qui vient du vieux norrois floki pour pain plat. Équiper, le verbe français courant pour fournir ou outiller quelque chose, vient du vieux norrois skipa. Le nombre total de mots vieux norrois qui ont survécu en français normand, et d'ailleurs en français standard, est impressionnant. Les estimations varient, mais au moins 200 mots majeurs et peut-être plusieurs centaines si vous incluez des dérivations et des variations. Pourquoi c'est important? Parce que cela montre une intégration réelle, profonde, au niveau de la langue quotidienne. Ce ne sont pas des mots exotiques importés pour des concepts exotiques. Ce sont les noms de choses ordinaires. Les noms des aliments que les gens mangent. Les noms des endroits où les gens vivent. Cela montre une cohabitation réelle, une coexistence, une fusion. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ces mots vieux norrois normands finissent par passer en anglais. Car après la conquête normande de l'Angleterre en 1066, les nobles normands francophones deviennent l'élite de l'Angleterre. Les rois d'Angleterre parlent normand. L'administration de l'Angleterre parle normand. Et graduellement, pendant plusieurs siècles, le normand se mélange avec l'anglo-saxon du peuple commun, créant ce que nous appelons l'anglais moyen, qui devient finalement l'anglais moderne. Cela signifie que des mots vieux norrois qui se sont établis en Normandie reviennent en Angleterre en tant que mots normands, puis sont à nouveau empruntés en anglais. Et voilà, l'anglais moderne est littéralement une langue hybride, contenant environ 25% de vocabulaire d'origine romane ou latine, beaucoup d'origine viking, par rapport à seulement 75% d'origine anglo-saxonne. C'est remarquable. Au-delà de la langue, il y a les arts et l'architecture. L'architecture normande qui se développe au X et XIe siècle est elle-même un mélange. Elle prend les traditions architecturales franco-romanes de base et les fusionne avec certains principes vikings de construction de charpente. Les églises normandes et les châteaux normands de l'époque montrent à la fois l'influence franque et l'influence viking. C'est visible dans les formes. C'est visible dans les proportions. C'est visible dans les détails décoratifs. L'art normand devient aussi un mélange. L'art viking était minimaliste, géométrique, basé sur les motifs entrelacés et les spirales. L'art franc était souvent figuratif, chrétien, basé sur les images des saints et des scènes bibliques. L'art normand mélange ces traditions. Vous trouvez des motifs entrelacés, vikings entrelacés avec des scènes chrétiennes. Vous trouvez une géométrie nordique utilisée pour encadrer des tableaux chrétiens. La tapisserie de Bayeux, créée environ un siècle après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, est peut-être le meilleur exemple de cette fusion artistique. Ce n'est pas une peinture. Bien sûr, c'est une broderie sur tissu. Mais ce qu'elle représente, la conquête normande de l'Angleterre en 1066, est la réalisation ultime de ce que les Vikings ont contribué à créer. Et la tapisserie elle-même, dans son style, montre cette fusion. Les figures sont représentées de manière en partie franque, en partie avec des influences du style viking. Après la mort de Rollo en 927, son fils William Longsword prend le contrôle de la Normandie. William I, comme on l'appelle aussi, gouverne de 927 à 942. Pendant son règne, la transformation de la Normandie continue. La Normandie devient de moins en moins une base viking rebelle et de plus en plus une partie intégrée du système féodal franc. William Longsword consolide le pouvoir qu'a établi Rollo. Il continue d'étendre les terres normandes. Il continue de renforcer le christianisme dans le duché. Il reçoit une meilleure éducation qu'il ne l'aurait pu autrement, apprenant l'administration franc, les traditions politiques franques. Mais il garde aussi une certaine fierté pour ses origines vikings. Son surnom Longsword fait référence à sa maîtrise de l'épée au combat. À la mort de William Longsword, son fils Richard le Fearless devient duc. Richard gouverne de 942 à 996, plus d'un demi-siècle. C'est un règne long et important.
Pendant le règne de Richard, la Normandie devient vraiment une puissance majeure en Francie. Richard n'est pas seulement un duc régional qui doit répondre au roi franc. Il est une puissance indépendante qui traite avec les rois en tant qu'égaux. Il forge des alliances. Il se bat contre les ennemis. Il crée une nation. Richard le Fearless a aussi un héritage urbain majeur. Sous son règne, Rouen se développe en une véritable ville médiévale européenne. Les murs sont renforcés. Les églises sont construites. La vie commerciale s'épanouit. Rouen devient non seulement l'endroit où les Vikings s'étaient basés, mais le cœur de la vie administrative, religieuse et commerciale de la Normandie. Le règne de Richard couvre également la période de la transition maximale entre un pouvoir viking survivant et une identité frankish établie. À la mort de Richard en 996, la Normandie est fonctionnellement un État français, avec des institutions franques, des traditions franques, une noblesse qui parle français. Mais ici est la partie intéressante. La génération suivante de ducs normands, les enfants et petits-enfants de la noblesse viking, conservent une certaine fierté pour leurs origines. Ils ne renient pas leur héritage viking. Au lieu de cela, ils le réinterprètent. Ils se voient comme les héritiers des Vikings, les descendants des grands guerriers du Nord. C'est cette fierté revisitée qui conduit à l'événement qui change le cours de l'histoire européenne, la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Guillaume le Conquérant, qui a envahi l'Angleterre en 1066, était l'arrière-arrière-petit-fils de Rollo. Littéralement, Rollo était son arrière-arrière-grand-père. Guillaume le Conquérant, connu en français sous le nom de Guillaume le Normand ou Guillaume le Bâtard, était né en Normandie, fils du duc de Normandie. Et quand il décida d'envahir l'Angleterre, il ne le fit pas comme un roi franc pur. Il le fit comme un duc normand, un héritier de tradition des grandes expéditions guerrières vikings. L'ironie historique est délicieuse. Les Vikings, qui avaient commencé à envahir l'Angleterre dès 793 avec le raid sur Lindisfarne, qui avait établi le Danelaw, qui avait fait trembler les rois anglais pendant des siècles, n'avaient jamais réussi à conquérir l'Angleterre entière. Mais leurs descendants, les Normands, les Vikings qui étaient devenus français, conquirent l'Angleterre en un seul coup en 1066. La bataille de Hastings, où Guillaume vainquit l'armée anglaise du roi Harold Godwinson, n'était pas qu'une bataille. C'était l'accomplissement d'une trajectoire qui avait commencé un siècle et demi plus tôt quand Rollo avait posé son épée et avait accepté le traité. Le cercle se refermait. Les descendants des raiders vikings qui avaient terrorisé la Francie et avaient conquis l'Angleterre étaient en train de créer un empire qui changerait à jamais les cours de l'histoire britannique, française et européenne. Au-delà des faits historiques spécifiques, au-delà des guerres et des traités, qu'est-ce que la Normandie elle-même, en tant que région, a contribué à l'histoire européenne en tant que fusion viking-franque? D'abord, la Normandie a démontré qu'il était possible pour une culture guerrière barbare de s'assimiler à une civilisation plus établie sans perdre complètement son identité. Ce n'était pas une simple capitulation. Les Normands ont conservé un sentiment de fierté guerrière, d'excellence militaire, d'efficacité administrative qui descendait des traditions vikings. Mais ils les ont canalisés au service d'une structure politique et religieuse plus large. Deuxièmement, la Normandie est devenue un centre de commerce et d'innovation. Les Vikings avaient toujours été des commerçants, même quand ils raideurs. Et en Normandie, sans la pression constante de défendre différents territoires et sans la restriction des monarques français, ils ont pu développer des systèmes commerciaux sophistiqués. Rouen, spécifiquement, est devenu un port majeur. Les navires normands, construits en utilisant à la fois les technologies vikings et les techniques franques, ont dominé les eaux côtières de la Manche du 9e au 13e siècle. Troisièmement, la Normandie a créé une culture militaire distinctive. Les chevaliers normands deviennent célèbres dans toute l'Europe non seulement pour leur efficacité au combat, mais aussi pour une certaine qualité de la brutalité organisée. La cavalerie normande, avec ses chevaux lourdement blindés et ses lances de joute, n'était pas une tradition viking purement. C'était une innovation franque. Mais les Normands l'ont adoptée et l'ont raffinée, créant une forme de guerre qui dominerait l'Europe médiévale. Quatrièmement, la Normandie a été un centre du développement architectural et urbain. Les villes normandes, rénovées et reconstruites pendant les 10 et 11e siècles, montrent une intégration entre la planification urbaine franque et les principes commerciaux vikings. Les rues sont largement dessinées pour le commerce et la défense. Les ports sont clairement destinés à la fois au commerce et à l'utilisation militaire. Cinquièmement, et peut-être le plus important, la Normandie a créé un modèle de comment les outsiders pouvaient devenir insiders. Comment une élite guerrière nouvelle pouvait être absorbée dans un système politique établi en acceptant les structures religieuses et civiles,
tout en apportant avec elle ses propres traditions et forces. Ce modèle a été imité ailleurs en Europe. Quand les Hongrois, les Bohémiens, les Polonais et d'autres peuples du nord et de l'est de l'Europe ont cherché à s'intégrer à la civilisation chrétienne européenne plus large, ils ont en quelque sorte suivi le chemin pavé par la Normandie. Voici une question pour vous. Si les Vikings n'avaient jamais investi la Francie, s'il n'y avait jamais eu de raid, s'il n'y avait jamais eu de Rollo, s'il n'y avait jamais eu de Normandie, comment l'Europe aurait-elle été différente? C'est une question contrefactuelle, bien sûr. Impossible à répondre définitivement. Mais pensez-y. Sans la Normandie, il n'y aurait pas eu de conquête normande de l'Angleterre en 1066. L'Angleterre serait restée plus fortement liée à la Scandinavie et à ses traditions. Le français normand ne serait jamais devenu dominant dans l'administration anglaise. L'anglais aurait probablement contenu beaucoup moins de vocabulaire d'origine romane. Vous parleriez peut-être un anglais très différent aujourd'hui. Sans Guillaume le Conquérant, l'Angleterre n'aurait pas les institutions monarchiques que les Vikings et les Normands ont contribué à créer. Cela aurait changé la dynamique politique de l'Europe entière. Les guerres entre l'Angleterre et la France, la compétition pour le pouvoir, les alliances politiques, tout aurait suivi un tracé différent. Et pensez à la France elle-même. Sans l'injection viking, sans cette fusion de traditions vikings et de civilisation franque, la Normandie n'aurait jamais émergé en tant que puissance régionale. Les rois francs auraient gardé le contrôle de ces terres. Rouen n'aurait jamais développé ce caractère particulier qui l'a rendu une puissance maritime. La culture française elle-même aurait manqué cette infusion nordique qui lui a donné une part de son caractère dynamique, entrepreneurial, maritime. Maintenant, regardons autour de nous en Normandie moderne. Regardez une carte de la région. Regardez les noms de lieux. Honfleur, Étretat, Harfleur, Saint-Léger-du-Torp. Ceux-ci ne sont pas des accroissements historiques. Ce sont les traces vivantes, les noms vivants d'une histoire vivante. Chaque fois qu'un touriste en visite Normandie lit ces noms sur une pancarte, il lit le vieux norrois. Il lit l'histoire des Vikings. Et en Angleterre, chaque fois qu'un anglophone utilise un mot tel que beef, qui vient du français bœuf, qui vient du latin bovem, lequel est originaire des langues indo-européennes, il utilise une ligne directe de mots qui remonte jusqu'aux invasions normandes, jusqu'à la Normandie, jusqu'à Rollo et ses guerriers vikings. La vie des Vikings en France n'a pas été ce qu'elle aurait pu être. Cela aurait pu rester une simple histoire de raids et de destruction. Une histoire de peur, de terreur, de monastères brûlés et de marchands assassinés. Et en effet, les premiers 50 ans environ, c'était cela. Mais ce qui s'est avéré être beaucoup plus important et infiniment plus intéressant était la transformation qui a suivi. La fusion, l'hybridation, la création de quelque chose de nouveau. Les Vikings qui étaient venus à la Francie en tant que destructeurs sont devenus constructeurs. Ils ont établi des villes. Ils ont créé des systèmes commerciaux. Ils ont fusionné deux cultures, la fierté guerrière viking avec la sophistication administrative et religieuse franque, en quelque chose qui était meilleur que l'un ou l'autre seul. Et ce legacy persiste. Si vous prenez un Viking du IXe siècle et vous le montrez une Normandie du XXIe siècle, avec ses villes côtières, ses ports prospères, ses traditions de navigation, sa fierté dans l'héritage maritime, une grande partie de ce qu'il voit serait d'une manière étrange reconnaissable comme l'héritage de son propre peuple. Les bateaux sont plus grands, plus modernes. Les villes sont plus grandes. Mais le spirit reste le même. Une région où le commerce, la navigation et l'aventure maritime sont au cœur de l'identité. En étudiant les Vikings en France, nous ne regardons pas simplement une période de guerre et de conquête. Nous regardons un processus fondamental d'adaptation culturelle. Nous regardons comment une élite guerrière peut être intégrée dans une civilisation établie. Nous regardons comment une menace existentielle peut être transformée en une opportunité de renforcement culturel. Et peut-être, en regardant ce processus historique, pouvons-nous apprendre quelque chose sur les possibilités de coexistence et de fusion, même entre des peuples qui commencent dans une opposition totale. Peut-être que l'histoire des Vikings en France nous dit quelque chose d'important sur la malléabilité de l'identité humaine, sur notre capacité à changer, à croître, à nous transformer. Merci de nous avoir accompagnés à travers ce voyage à travers l'histoire des Vikings en France, des raids terrifiants du IXe siècle à la création de la Normandie et au legacy qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez aimé cette plongée profonde dans l'une des périodes les plus transformatrices de l'histoire européenne, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Destins Anciens. Nous créons régulièrement des vidéos explorant les moments pivotants de l'histoire mondiale, les cultures qui ont façonné notre monde moderne, et les grandes figures dont les actions résonnent à travers les siècles. Chaque semaine, nous vous rapportons un nouveau chapitre de l'histoire humaine,
racontée avec la même profondeur, la même passion et la même attention aux détails que vous avez ressentis dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Votre engagement nous aide à créer du meilleur contenu, à rechercher plus profondément, à raconter les histoires de manière plus vivante et plus immersive. Les pouces levés que vous donnez ne sont pas juste des chiffres pour nous. Ils sont des signaux que le travail que nous faisons trouve un écho chez vous, qu'il vous inspire, qu'il vous fait réfléchir. Laissez également un commentaire. Partagez vos pensées. Avez-vous visité la Normandie? Avez-vous vu les traces des Vikings dans les noms de lieux, dans l'architecture, dans la culture? Avez-vous marché dans les rues de Rouen et senti l'histoire sous vos pieds? Avez-vous une théorie sur ce qui aurait pu se passer si les Vikings n'avaient jamais envahi la Francie? Nous lisons tous les commentaires et nous aimons dialoguer avec notre communauté de passionnés d'histoire. Partagez également cette vidéo avec vos amis, vos collègues, votre famille. L'histoire ne devrait jamais être isolée dans des salles de classe ou des livres universitaires. Elle devrait être vivante. Elle devrait être partagée. Elle devrait inspirer. Et chaque personne que vous mettez en contact avec cette histoire est une personne qui comprendra mieux d'où nous venons, comment les cultures se transforment, comment les peuples qui semblent destinés à être ennemis peuvent devenir frères et sœurs. Avant de partir, permettez-moi de vous laisser avec une dernière réflexion. Dans un monde où nous sommes souvent divisés, où nous voyons les différences culturelles et religieuses comme des obstacles, où nous craignons ce qui est étranger ou différent, l'histoire des Vikings en France nous offre une perspective puissante. Elle nous montre qu'une rencontre violente ne doit pas être le point de départ d'une haine perpétuelle. Elle peut être le début d'une transformation. Elle peut être le début d'une fusion qui crée quelque chose de meilleur. Rollo était un Viking. Il était un raideur. Il était un destructeur. Mais il était aussi suffisamment intelligent, suffisamment pragmatique, suffisamment visionnaire pour voir au-delà des batailles immédiates, pour reconnaître que la paix était plus riche que la guerre, que la gouvernance était plus satisfaisante que le pillage, que laisser un héritage était plus important que gagner un butin. Et ses descendants ont porté ce héritage bien au-delà de la Normandie. Ils ont transformé l'Angleterre. Ils ont influencé la langue que vous parlez peut-être en ce moment, même si vous êtes anglophone. Ils ont créé des institutions qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous entendez parler des Vikings, ne les voyez pas simplement comme des raideurs, des barbares, des destroyers. Voyez-les comme nous les avons vus dans cette vidéo. Comme des peuples complexes, capables de violence mais aussi de création, capables de destruction mais aussi de transformation, capables de changer et de grandir. Nous vous remercions de votre temps, de votre attention, de votre intérêt pour cette histoire fascinante. Restez branchés sur Destins Anciens pour plus de moments historiques qui changeront votre compréhension du monde. Et jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, l'histoire n'est pas juste ce qui s'est passé. C'est la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait advenir demain. Adieu, et que les voiles des Vikings continuent à inspirer votre imagination.